Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo avant les vacances de Pâques consacrée à la figure du monstre et aux enjeux qui sont liés à cette figure qui se retrouve dans de nombreuses œuvres, qu'elles soient littéraires, picturales ou cinématographiques, et bien entendu dans le Frankenstein de Mary Shelley. Mais pour commencer, posons-nous une question fondamentale. Mais quelle est la fonction du monstre dans une narration? Moi, monsieur, je sais ce que c'est, à quoi ça sert un monstre, moi. Monsieur, c'est moi, interrogez-moi. Attendez, avant de vous précipiter sur la réponse, commençons par une des bases de la narration, c'est-à-dire le schéma actentiel. Alors, le schéma actentiel qui voit un sujet, donc un héros, avoir un objet, c'est-à-dire une quête, un objectif. Et dans cette quête, il va avoir un certain nombre de personnages qui vont l'aider. On va les appeler les adjuvants. Mais il y aura également un certain nombre de personnages qui vont s'opposer à cette quête, qui vont empêcher l'accomplissement de cette quête. On va les appeler les opposants. Le monstre va ainsi systématiquement se placer du côté des opposants, venant perturber la quête du héros. Il constitue donc un élément majeur et indispensable de la mécanique de la narration. En effet, sans opposant, il ne se passe rien. Et une histoire dans laquelle il ne se passe rien n'est généralement pas très intéressante. Le monstre se présente donc comme une épreuve que le héros doit passer afin de poursuivre, voire accomplir sa quête, mais également devenir un héros. En effet, comment définir un héros si ce héros ne peut pas prouver sa valeur? Rajoutons en plus que le monstre symbolise souvent des éléments négatifs contre lesquels le héros vertueux se bat. Prenons l'exemple du Minotaure, mi-homme, mi-taureau. Au corps d'homme et à la tête de taureau, enfermé par Minos, le roi de Crète, dans un labyrinthe spécialement conçu par Dédale et qui symbolise l'homme dominé par ses pulsions instinctives animales, et qui va permettre à Thésée de s'illustrer et de devenir un héros grâce à une femme, bien évidemment, Ariane, qui va lui donner un fil, le fil d'Ariane, qui va lui permettre de sortir du labyrinthe. Notons le symbole du labyrinthe qui montre la difficulté de ce chemin initiatique. Alors la mythologie regorge de figures héroïques, de héros se battant contre des créatures plus monstrueuses les unes que les autres afin de prouver leur valeur. Comme par exemple également Persée qui décapite Méduse. Méduse qui est représentée avec des serpents dans les cheveux et des crocs, ce qui donne cet aspect tentaculaire maintes fois réutilisé pour représenter des monstres. Prenons tout simplement l'exemple que vous connaissez tous, l'exemple de la petite sirène de Disney avec cette figure d'Ursula. Dans une autre mythologie, plus récente cette fois, prenons l'exemple de Star Wars et de son épisode 6, le retour du Jedi. Et comment montrer que le Jedi Luke est bien de retour? Eh bien, en lui faisant combattre un gigantesque monstre presque à main nue. Je veux bien sûr parler du Rancor dans le palais de Jabba le Hutt. Oh non, le Rancor! Mais revenons à Frankenstein et à son schéma actentiel avec M. Bourquin. La vie et la mort ne me semblaient séparées que par des frontières théoriques qu'il me faudrait faire tomber d'emblée afin de déverser un torrent de lumière dans l'obscurité de notre monde. Dans un premier temps, Frankenstein est animé par le désir de donner la vie, de créer quelque chose, et peut-être en ce sens de remplacer Dieu. Il mobilise alors l'entier des ressources de la science de son époque, et notamment la toute nouvelle électricité, pour créer son monstre. Une fois celui-ci éveillé, Frankenstein est apeuré. Face à l'abomination à laquelle il vient de donner vie, il décide de fuir en avant et de laisser cette créature en proie à un monde qui lui est hostile. Mais la créature de Frankenstein comprend assez vite qu'être seul, ce n'est pas réellement marrant. Il cherche alors à retrouver son créateur et lui demander de lui créer une compagne avec qui il pourrait partager sa vie. Il ressent un peu de haine et
tue au passage le gentil William, ce qui attristera beaucoup la famille. Il retrouve ensuite son créateur et lui demande de créer une compagne. Dans un premier temps, Frankenstein accepte. Il se dit que de cette manière, il pourrait mettre fin à sa traque et vivre des jours paisibles. Mais sa conscience le rattrape et il se rend compte que, en lui créant une femme, ces créatures pourraient se reproduire et peut-être dominer l'espèce humaine dans un avenir plus ou moins proche. Et il ne voulait pas endosser la responsabilité de cette éventuelle catastrophe. En d'autres termes, il fuit en avant et n'honore pas sa promesse. Furieux, le monstre décide de traquer Frankenstein et de tuer un à un tous ses proches pour que son créateur ressente lui-même cette sensation de solitude. Durant sa fuite en avant, le docteur Frankenstein avait de jolis projets, notamment celui de marier son amie d'enfance, Elisabeth, et de passer du bon temps avec son ami Henri Clerval. Mais le monstre le rattrape, assassine tout d'abord Henri, puis Elisabeth lors de sa nuit de noces, et indirectement le père de Frankenstein, Alphonse, qui, lorsqu'il apprend la nouvelle de la mort d'Elisabeth, qu'il considérait presque comme sa fille, meurt de chagrin. La dernière chose qui reste à notre héros, ou à notre anti-héros, c'est la traque et la vengeance en tuant cette créature. Maintenant que la fonction du monstre est exposée, intéressons-nous à une autre question fondamentale. Qu'est-ce qui fait un monstre? Moi, allez. Attendez, votre tour viendra. Prenons le livre de Mary Shelley qui est très explicite sur ce sujet avec le passage de la première rencontre entre le monstre et des êtres humains, outre Victor Frankenstein bien entendu. Cela se passe dans la chaumière qui abrite la petite famille de Lassie dont le père est aveugle. Le passage clé se trouve dans le chapitre 15 à la page 198. Alors que tout se passe bien avec le père, c'est seulement quand Félix, Agathe et sa fille voient le monstre qu'il devient un monstre par le regard des autres. Et c'est ce regard qui fait de lui un monstre. Même si elle diffère un peu du livre, l'adaptation de ce passage dans le film La fiancée de Frankenstein de James Whale, sorti en 1935, le montre parfaitement tout en émotion et en finesse. En effet, dans ce passage que je vais vous montrer, on voit le monstre qui apprend le langage, qui devient ami avec le vieil homme aveugle et est même initié à l'art à travers la musique. Et c'est seulement quand les villageois vont faire irruption dans la chaumière que tout va déraper et que la créature va devenir monstrueuse, se comportant comme on l'attend d'un monstre. And now for our lesson. Remember, this is bread. 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 And this is wine. To drink. 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 Good. Good. We are friends, you and I. Friends. Friends. Good. 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 Music. Can you tell us how to get out of this wood? We've lost our way. Come in, friends, and rest a while. Look, it's the monster. What are you doing? This is my friend. S'il y a bien un mythe dans la culture populaire concernant la créature de Frankenstein, c'est sa couleur. Que ce soit sur des affiches de films, des Legos, des sacs
ou encore des costumes, la créature est toujours verte. Mais qu'en est-il dans le roman original? Je te propose de prendre ton roman, de te munir d'un stylo et de tes 2 meilleurs amis pour l'analyse de texte et de procéder à la page 86 à l'exercice suivant. Tu surligneras en bleu tous les éléments liés à la description en elle-même du monstre. Tu souligneras aussi en rouge les éléments négatifs relatifs à la description du monstre ou à la création de ce dernier, et en vert les positifs. Tu peux maintenant stopper la vidéo et on se retrouve dans quelques instants une fois que tu auras effectué l'exercice. Voilà. Si tu as fait ton travail correctement, tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. On note que la créature a une peau jaune, qu'elle a des cheveux noirs luisants et qu'elle est relativement bien proportionnée. On note également que cette créature a une certaine ambivalence. D'un côté, elle est choisie pour la beauté de ses traits, et de l'autre, elle provoque une certaine horreur chez son créateur. N'est-ce pas là un moyen de souligner ou de mettre en évidence la beauté de l'expérience scientifique réussie, qui est le don de la vie à cette créature, et l'horreur qui va découler du comportement de cette dernière, ou encore un moyen de montrer les 2 parties de l'être humain, qui peut être à la fois bon, beau et fantastique, et une terrible personne à l'intérieur, ou inversement. Mais si cette créature est jaune dans le roman, pourquoi alors le dépeint-on toujours en vert dans la culture populaire? Je te propose de faire un petit tour par la symbolique au Moyen-Âge pour répondre à cette question. Si habituellement le vert revêt la couleur de l'espoir, comme les croix de la pharmacie, ou de l'enjeu, comme les tables de ping-pong, à la fin du Moyen-Âge, dans l'Occident chrétien, ce sont l'instabilité et le mal qu'il signifie. Les amours de jeunesse, par définition instables, sont régulièrement représentés en vert, de même que Satan, ses créatures, ou les sorcières. Le vert revêt donc la couleur de l'ailleurs, de l'étrange, du bizarre. Aujourd'hui, ce sont les petits hommes verts qui incarnent cette symbolique du vert. Ce n'est donc pas étonnant que dans la culture populaire, pour les lointains lecteurs de Frankenstein que nous sommes, on représente cette créature en vert, pour l'assimiler au bizarre, à l'étrange, à des choses pas nécessairement naturelles. Si cette question de la symbolique des couleurs t'intéresse, je te renvoie au petit livre de Michel Pastoureau, La symbolique des couleurs, ou le petit livre des couleurs, ou à la série d'émissions qu'il a donnée dans l'émission Hors Champ sur France Culture, dont le lien est en description. Ce vert, on le retrouve chez un autre héros de la culture populaire, l'incroyable Hulk. Hulk fait partie de l'univers Marvel et a été créé par le célèbre Stan Lee et Jack Kirby en 1962. Pour la petite histoire, le docteur Bruce Banner, la version humaine de Hulk, a été exposé accidentellement à une forte quantité de rayons gamma lors d'une explosion nucléaire, ce qui a modifié profondément son ADN, le dotant ainsi d'une taille impressionnante et d'une force extraordinaire. Le docteur Banner se transforme involontairement en Hulk lorsqu'il s'énerve. N'étant plus contrôlé que par sa rage, il détruit absolument tout sur son passage. S'il n'est pas le résultat d'une expérience intentionnelle comme la créature de Frankenstein, il est tout de même une victime des dernières découvertes ou des dernières avancées de la science, en l'occurrence l'énergie atomique. Il partage avec le monstre de Mary Shelley un côté bienveillant originel. C'est l'intervention d'humains apeurés dans un cas ou mal intentionnés dans l'autre qui le rendent méchant. Son créateur, Stan Lee, ne cache d'ailleurs pas la paternité de son personnage. Il est le croisement du monstre de Frankenstein et des Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Cette semaine, nous te proposons de comparer la scène de l'éveil dans le roman de Mary Shelley à son adaptation cinématographique de James Whale, celle de 1931. Pour ce faire, tu te rendras sur la plateforme TeamUp pour y télécharger le document et tu iras ensuite sur YouTube pour y trouver l'extrait cinématographique à comparer. Le lien est dans la description. Si tu as quelques questions sur la technique des plans du cinéma, tu peux te rendre sur le site de la RTS qui propose une page dédiée à ce sujet.
Le lien est également dans la description. Bon courage et à la semaine prochaine.